Bienvenue tout le groupe. Je suis contente que Joanne m'a demandé de faire cette présentation-là. La présentation que je vous fais aujourd'hui, habituellement, je la fais en salle de classe ou dans des salles de conférence. Je la fais un petit peu partout dans la province. C'est une session d'environ 2 heures, comme que Nicole disait, quand je vais essayer de respecter cette période de temps-là en autant que possible. Puis je vais essayer de répondre à toutes vos questions à la toute fin de la présentation. On va vous parler aujourd'hui de beaucoup de choses. Je vais vous parler de beaucoup de choses concernant la démence. Peut-être qu'il y a des choses il y a sûrement beaucoup de choses que vous savez déjà. Peut-être vous savez déjà tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Mais je me dis toujours que même si vous réussirez à acquérir une nouvelle connaissance sur tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça en vaut quand même la peine. Fait que, on va parler des principales formes de démence parce que présentement au Canada, il y a au-dessus d'une centaine de formes de démence qui ont été répertoriées au fil des années. Ça ne veut pas dire qu'on les connaît toutes. On a-t-il besoin de toutes les connaître? Non, on n'a pas besoin de toutes les connaître. Je vais vous parler des principales formes qu'on rencontre présentement au Canada, incluant la maladie d'Alzheimer. Naturellement, il faut parler des différents symptômes. Les gens ont tendance à penser que la démence, c'est juste une perte de mémoire. La démence, c'est beaucoup plus que ça. La démence est une combinaison de plusieurs symptômes, des symptômes cognitifs, des symptômes fonctionnels, des symptômes physiques. Tu ne peux pas dire qu'une personne qui a de l'amnésie, qui fait une perte de mémoire, puis dire tout de suite que la personne fait une démence. Ça prend beaucoup plus que ça. On va parler de la façon de communiquer avec une personne atteinte de démence. La personne qui est atteinte de démence, elle est aphasique, elle a perdu l'utilité des mots comme tels. Elle va avoir tendance surtout à lire le non-verbal, les intonations de la voix. Donc, il y a une façon spéciale de communiquer avec les personnes atteintes de démence. On va parler aussi des soins spécifiques pour la personne atteinte de démence, parce qu'on ne peut pas soigner une personne qui est atteinte de démence de la même façon qu'on soignerait une personne qui a toutes ses facultés cognitives. Puis ensuite, la période de questions et les informations pour me rejoindre si vous avez besoin de plus d'informations. J'ai un cours qui existe, si jamais que vous voulez avoir plus. J'ai un cours qui existe, un cours de 45 heures sur la maladie d'Alzheimer et les démences connexes. C'est probablement quelque chose que vous avez déjà appris lors de vos études collégiales, mais peut-être qu'un petit refresh des fois, ça peut faire du bien. Fait que, on va commencer par parler de la maladie d'Alzheimer et des démences. Fait que, une démence, c'est quoi? C'est un déclin qui est progressif. C'est pas quelque chose qui est soudain. C'est quelque chose qui se passe progressivement, petit peu par petit peu. On va s'apercevoir qu'il va y avoir une diminution des facultés de la personne graduelle. Présentement, tout de suite, avec l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, il y a environ 7,7 millions de nouveaux cas de démence par année au travers de la planète. C'est beaucoup. On l'appelle le fléau des années 2000. La démence existait avant les années 2000. Les premiers cas de démence ont été diagnostiqués dans les années 80. Avant ça, on disait que la personne était tombée en enfance. On utilisait ces genres d'expressions-là. On n'utilise plus ces expressions-là. On parle vraiment de démence. Le nombre total de personnes atteintes de démence augmente progressivement. Puis on prévoit que d'ici 2030, ça pourra atteindre même 75 millions au travers le monde. Ça prend du monde comme nous autres pour soigner ces gens-là. Fait que 75 millions de personnes atteintes de démence au travers de la planète, c'est quand même beaucoup. Fait que nous autres, tout de suite, présentement, au Canada, la démence la plus fréquente, naturellement, c'est l'Alzheimer. Ça représente 64 de toutes les démences au Canada. Il y a présentement au-dessus d'un demi-million de Canadiens qui sont atteints d'Alzheimer ou d'une autre forme de démence. On a environ 25 nouveaux cas diagnostiqués tous les années. Okay? C'est valeur de dire ça. On fait tellement de recherches sur bien des choses. On fait des recherches sur beaucoup d'esthétique. Les médicaments pour les problèmes érectiles, ils existent à pocheter. Pourtant, on n'a pas encore réussi à trouver un médicament pour stopper l'évolution de cette maladie-là, ce qui est un petit peu dommage. Fait que dans la maladie d'Alzheimer, on va avoir une évolution qui est variable. Le résultat est toujours le même pour toutes.
compliqué, c'est-à-dire qu'il va y avoir une perte de mémoire, une perte de la faculté de jugement, de raisonnement. Ils vont commencer à faire des choses qui n'ont juste pas d'allure. Ils vont commencer à avoir de la misère à accomplir les tâches de la vie quotidienne. Ils deviennent jusqu'à temps, ça va détériorer jusqu'à temps qu'ils deviennent complètement dépendants physiquement pour arriver à subvenir à leurs besoins de base. Fait que presque dans la maladie d'Alzheimer, parce que dépendant des démences, il y a il y a des démences que c'est juste la portion frontotemporale qui est atteinte. Mais dans l'Alzheimer, c'est presque toute la quasi-totalité du cerveau qui peut être atteinte. La majorité des cas de Alzheimer vont se développer sur une période de 3 à 20 ans, la moyenne étant 10 ans. La plupart des gens vont survivre environ 10 ans à partir du temps qu'ils sont diagnostiqués. La plupart du temps, ça va subvenir un petit peu plus tard dans la vie, comme après l'âge de 70 ans, mais par contre, on a des cas précoces de la maladie d'Alzheimer. D'ailleurs, ici, à Grand-Sault, on a eu un cas qui est décédé l'an passé, durant la pandémie. Une dame qui était dans la cinquantaine avec la maladie d'Alzheimer. Parfois, on va avoir des cas précoces d'Alzheimer. Puis naturellement, ben, en plus d'être menstruée, puis d'avoir mal au ventre, puis d'avoir des bébés, puis d'avoir la gravité, etc., ben, la maladie d'Alzheimer est malheureusement plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Ça peut être expliqué quand même sur une certaine raison, c'est que les femmes ont une espérance de vie un peu plus longue que les hommes. Comme la plupart du temps, la maladie va apparaître après l'âge de 70 ans, c'est normal que les femmes qui survivent plus longtemps que leurs conjoints ont plus de risques de développer la maladie. Dans les autres démences qu'on va avoir, qui sont quand même assez communes, on a la démence vasculaire. La démence vasculaire, qu'est-ce que c'est? C'est des mini-strokes ou des strokes, des ACV, des accidents vasculaires cérébraux qui se sont produits puis qui ont causé une détérioration au niveau des cellules du cerveau. Puis comme vous le savez, les cellules du cerveau sont les seules cellules du corps humain qui ne se régénèrent pas. Une fois qu'une cellule cérébrale est décédée, est morte, il n'y a plus pas grand-chose à faire. Cette cellule-là, elle est détruite, donc on a perdu une faculté. Dans la démence vasculaire, ça a été un AVC, on a coupé l'approvisionnement de sang au niveau du cerveau, donc il y a des cellules qui sont mortes, puis qui vont causer des symptômes qui sont cognitifs, une perte de mémoire, une perte du langage, une perte de jugement, de raisonnement, etc. Fait que la démence vasculaire représente environ 20 de toutes les démences. Fait que si on compte 64 pour la démence reliée à l'Alzheimer, 20 pour la démence vasculaire, on est déjà rendu avec 64 des démences. Les autres démences qui suivent en dessous de ça, démence mixte, maladie de Pick, etc., c'est des démences qu'on rencontre quand même, mais qui sont moins fréquentes. Si on parle de démence mixte, c'est une combinaison de démence vasculaire avec une autre forme de démence, la plupart du temps, l'Alzheimer. C'est quelqu'un qui fait un Alzheimer, puis qui a fait des AVC, donc il y a eu une détérioration au niveau des cellules cérébrales. On appelle ça une démence mixte. On la rencontre de plus en plus souvent. Dans la maladie de Pick, peut-être vous avez entendu parler surtout de démence frontotemporale, parce que c'est vraiment le devant du cerveau, puis au niveau de la région temporale qui est atteint. C'est environ 5 des démences. On parlait un petit peu plus de la frontotemporale dernièrement, une espérance de vie de 7 à 10 ans encore une fois. Les pertes de mémoire sont les mêmes que dans le Alzheimer, sauf qu'il va y avoir la grosse différence dans la maladie de Pick, c'est les changements de comportement. Ils ont des gros changements de comportement. Souvent, ce qu'on voit, c'est des personnes qui ont été soit très, très calmes durant leur vie, très posés durant leur vie, puis qui deviennent tout d'un coup très anxieux, ou quelqu'un qui a été très tolérant sur toute sa vie, puis tout d'un coup devient très malin, ou ça peut être le contraire également. Ça peut être quelqu'un qui a été très malin ou très agressif toute sa vie, puis tout d'un coup, avec la démence, la maladie de Pick, ils deviennent très aphasiques, très tolérants sur tout. On a ensuite la démence reliée à la maladie de Parkinson. Fait que environ, c'est pas tous les gens qui font du Parkinson qui vont faire une démence. Environ 30 à 40 des gens qui font du Parkinson vont développer des symptômes de démence. Fait que si vous prenez l'acteur comme Michael J. Fox,
si vous écoutez des entrevues avec Michael J. Fox, puis vous comparez, qui fait du Parkinson, puis vous comparez ces entrevues de peut-être 5 ans, 10 ans passés, les entrevues d'aujourd'hui, Michael J. Fox a probablement commencé une démence. Il commence à être de plus en plus aphasique, il cherche ses mots. Il comprend de moins en moins les questions qu'on lui pose. Fait que probablement qu'il a déjà commencé des symptômes de démence. On a ensuite la démence à corps de Lewy. La démence à corps de Lewy, c'est des dépôts qui vont aller s'installer sur des neurones et qui vont empêcher les messages de synthèse. Fait que ces dépôts-là, on les appelle les corps de Lewy. C'est pour ça que c'est la démence à corps de Lewy. Habituellement, la démence à corps de Lewy va commencer plus tôt. On peut avoir des cas qui vont commencer même dans la soixantaine. La maladie de Huntington est probablement, en tout cas moi à mes yeux, j'en ai rencontré plusieurs. À mes yeux, la maladie de Huntington est probablement la pire forme de démence qui peut exister. La maladie de Huntington, elle est héréditaire. Une personne qui a la maladie de Huntington a 50% des chances de transférer le gène déficient à ses enfants. Le problème avec la maladie de Huntington, c'est que la majorité des gens sont quand même juste diagnostiqués passé l'âge de 60-65 ans, alors qu'ils ont déjà leurs enfants, de fait. Et que quand ils apprennent qu'ils ont la maladie de Huntington, les enfants, habituellement, vont se faire tester pour voir s'ils sont porteurs du gène. S'ils sont porteurs du gène, ça veut dire qu'ils ont environ 50% des chances de développer la maladie. Souvent, il y a des gens qui ont une grand-maman qui avait une maladie de Huntington, qui vont décider déjà de ne pas avoir d'enfants pour ne pas transférer ça à leurs enfants. Moi, j'en ai rencontré à plusieurs reprises. Le pire cas de maladie de Huntington que j'ai rencontré, c'était alors que je travaillais dans un foyer de soins. Puis c'était une dame qui avait 62 ans, qui avait la maladie de Huntington. Et sa fille, elle avait la maladie de Huntington juvénile. Ça veut dire qu'elle avait commencé la maladie de Huntington à l'âge de 16 ans. La dame, elle était sur une unité ordinaire de soins. Sa fille était dans l'unité d'Alzheimer parce que sa fille était beaucoup plus sévère qu'elle. Sa fille est décédée à l'âge de 22 ans de la maladie de Huntington. Dans la maladie de Huntington, le problème, c'est qu'ils peuvent vivre quand même un bon bout de temps avec ça. Ils ont une espérance de vie qui peut aller jusqu'à 25 ans à partir du temps que tu es diagnostiqué. Fait que c'est long pour être malade d'une maladie comme ça. Ils n'ont plus d'inhibition, ces gens-là. Ils font des choses qui manquent beaucoup, beaucoup de logique, qui n'ont pas de raisonnement du tout. Ils vont se déshabiller au travers des gens. Ils peuvent être très malins. Souvent, ils vont avoir des gestes répétitifs. Ça, je vous en parle plus dans une session. Je vous parle des comportements difficiles. Fait que souvent, dans la maladie d'Huntington, ils vont avoir beaucoup de gestes répétitifs ils vont se causer des blessures, pas de façon intentionnelle, mais les gestes répétitifs finissent par causer des blessures. L'autre chose qui est particulière de la maladie de Huntington, c'est la démarche, la façon qu'ils vont marcher. La plupart des cas de démence ont un changement dans le patron de la marche. Ils viennent à plus avoir le balancement normal des bras. Ils ont tendance à marcher toujours penchés vers en avant. On a tout le temps l'impression qu'ils vont se taper le front sur le plancher. Mais dans la maladie de Huntington, la démarche elle est différente. C'est une démarche dansante, qu'on appelle. On dirait que tout bouge. La tête bouge, les bras bougent, tout bouge. Ils ont de la misère à contrôler les mouvements. L'autre chose qui est particulière beaucoup avec la maladie de Huntington, c'est les troubles de déglutition. Ils ont beaucoup, beaucoup de difficultés à avaler. Ils s'étouffent très facilement. Ensuite, on a le syndrome de Korsakoff. Le syndrome de Korsakoff est faussement appelé la démence des alcooliques. C'est souvent relié à l'alcoolisme, mais pas toujours. Et fait, quand les gens disent que c'est la démence des alcooliques, ils sont un petit peu en dehors de la traque. Dans le syndrome de Korsakoff, c'est un manque de la vitamine B1. La thiamine, elle est essentielle pour qu'il y ait une connexion entre les neurones dans le cerveau. Puis, dans le syndrome de Korsakoff, il y a un manque de cette thiamine-là, de la vitamine B1, il en manque. Donc, la connexion ne se fait pas bien au niveau du cerveau.
Mais une déficience en vitamines, c'est pas tout le temps relié à l'alcoolisme. Souvent, c'est relié à l'alcoolisme, mais pas tout le temps. Fait que tu peux avoir un problème de malabsorption des nutriments. Tu peux avoir des personnes qui souffrent d'anorexie, qui vont avoir une déficience en vitamines. Fait que quand on a une déficience de cette vitamine-là, la vitamine B1, ça va causer ce qu'on appelle le syndrome de Korsakoff. Pour les alcooliques, souvent, ce qu'on voit, c'est souvent les alcooliques qui vont remplacer la nourriture par de la boisson. Fait qu'en remplaçant la nourriture par la boisson, ils n'ont pas tous les nutriments qu'ils ont besoin. Donc, ils viennent à avoir ce déficit-là. Et la dernière que je vous parle, je vous en parle malgré que même ici au Canada, c'est très, très rare qu'on a vu ce genre de démence-là. C'est la maladie de Creutzfeldt-Jakob. La maladie de Creutzfeldt-Jakob, les gens l'ont appelée communément pendant des années, la maladie de la vache folle. Fait que ça venait de l'Europe, c'était de la viande contaminée par un prion, une bactérie qui causait une détérioration au niveau du cerveau. Mais dans la maladie de Creutzfeldt-Jakob, c'est habituellement une évolution qui est très rapide. Il y a plusieurs formes de la maladie. Il y a la forme qui est causée par un prion, là, une bactérie, mais il y a aussi la forme naturelle que tu vas juste développer un Creutzfeldt-Jakob. Ce qui est particulier de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, c'est la durée. Et moi, si on me dirait qu'il faut absolument que je meure d'une démence, ça serait celle que je choisirais. Parce que c'est très, très court comme évolution. C'est de 2 mois, environ 2 mois à 2 ans. La majorité des gens qui vont avoir un Creutzfeldt-Jakob vont décéder en dedans de 2 mois à 2 ans. C'est rare que les gens vont survivre plus longtemps que ça. Fait que je préférerais avoir ce genre de démence-là parce que, tu sais, dans le fond, la démence, la personne qui est atteinte de démence ne s'en rend pas vraiment compte, surtout lorsque l'évolution est quand même assez avancée. Ils s'en rendent pas vraiment compte. C'est difficile vraiment pour les familles. C'est eux vraiment qui vont s'en sentir le plus. Quand on parle des différents symptômes, on va avoir des symptômes qui sont cognitifs, des symptômes qui sont fonctionnels, qui vont affecter le fonctionnement de la personne, puis on va avoir aussi des symptômes physiques qui vont affecter la partie physique de la personne. Dans les symptômes cognitifs, ce qu'on va avoir, c'est 4 symptômes principaux. L'amnésie, qui est la perte de mémoire, l'aphasie, qui est la perte de l'utilisation du langage, l'apraxie, qui est l'incapacité ou la difficulté de faire des tâches familiales, puis les troubles de perception. Ils ne peuvent plus percevoir leur environnement de façon normale. Les troubles de perception, c'est vraiment important. Je vais vous les expliquer un petit peu plus tard parce que ça va peut-être vous aider à comprendre certains comportements de vos patients. Que des fois, on ne comprend pas toujours. Fait que l'amnésie. L'amnésie, c'est une perte de mémoire. C'est un trouble de la mémoire. Il faut faire attention parce que de l'amnésie, ce n'est pas nécessairement égal à de la démence. L'amnésie peut être causée par d'autres choses. Peut être causée par de la médication, peut être causée par un trauma à la tête, peut être causée par un AVC, peut être causée par un vieillissement normal de la personne. Je vais vous montrer un tableau tantôt qui décrit qu'est-ce qu'on considère amnésie normale, puis qu'est-ce qu'on considère amnésie reliée à la démence. Okay? Fait que la démence est une combinaison d'amnésie avec d'autres symptômes. La plupart du temps, l'amnésie, c'est une perte de mémoire des événements récents. La grosse majorité du temps, les personnes qui ont une démence, la mémoire à long terme demeure intacte pendant longtemps. Tu peux leur demander qu'est-ce qui s'est passé la journée de leur noce, puis ils vont s'en souvenir. Demande-leur qu'est-ce qu'ils ont mangé pour déjeuner ce matin, ils s'en souviennent pas. Okay? Fait que c'est souvent le premier symptôme à apparaître lors de la démence. Ils n'oublient pas juste des petits détails ici puis là, ils oublient comme des grands panneaux de la vie. Okay? Ils peuvent oublier des années complètes. Ça, c'est important de pouvoir gérer l'amnésie de la bonne façon. Je vous en parle encore tantôt un petit peu plus tard. Fait que, à un stade plus avancé, ils vont être rendus à un stade à un moment donné que la personne va oublier même des choses qui font partie de leur vie courante, le nom des personnes qui sont proches d'eux, leur nom de des petits-enfants, leur date de naissance, leur numéro de téléphone. Même à un stade avancé, ils vont oublier ça. Okay?
faut comprendre que la majorité de nous, on a certaines pertes de mémoire. Je suis sûre que tout le monde, d'entre vous autres, vous avez déjà placé vos clés quelque part, puis vous les avez pas retrouvées, là, OK? Puis vous avez fait comme moi, vous avez prié Saint-Antoine de Padoue, là, pour retrouver vos clés. On passe tout par ça. Ça ne veut pas dire qu'on fait une démence. Puis il faut comprendre que passer l'âge de 65 ans, c'est normal d'avoir des petites pertes de mémoire. OK? Fait que, qu'est-ce qui est normal dans la perte de mémoire? Qu'est-ce qui serait considéré normal, puis qu'est-ce qui ne serait pas considéré normal? Fait que, les pertes de mémoire et au vieillissement normal, passé l'âge de 65 ans, vous oubliez des petits détails d'une conversation ou d'un événement qui s'est passé, ça fait plus qu'un an. Okay? Vous oubliez le nom d'une connaissance, pas d'un ami proche, mais d'une connaissance, quelqu'un que vous rencontrez une fois de temps en temps. Vous oubliez des petites choses ou des événements occasionnellement, comme ce que vous avez placé vos clés, ce que vous avez mis remote control de la TV, etc. Des fois, vous cherchez un mot. Okay? Vous cherchez un mot, puis ça arrive une fois de temps en temps. Voyons, c'est quoi ce mot-là? Vous vous inquiétez vous-même de votre perte de mémoire. Voyons, je suis en train de perdre la tête. Okay? Ou des fois, j'entends des gens dire, ben voyons, je fais-tu de l'Alzheimer? Mais si vous vous inquiétez, il y a des grosses chances que vous ne faites pas d'Alzheimer, que vous n'êtes pas rendu là. Okay? Dans l'amnésie, la perte de mémoire reliée à la démence, c'est totalement différent. Okay? Vous oubliez des détails d'une conversation récente. Vous oubliez même que vous avez parlé à quelqu'un hier. Okay? Vous reconnaissez pas, ou vous les reconnaissez, mais vous ne savez plus les noms des membres de votre famille immédiate ou de votre environnement immédiat. Vous oubliez des choses, des événements fréquemment, puis des fois, c'est des choses qui sont dangereuses. Oubliez de faire votre stade. Oubliez de fermer les ronds du poêle. Oubliez de flusher la toilette. Okay? Fait que ça, c'est des événements qui vont se produire de plus en plus fréquemment. Vous êtes obligé de faire des pauses souvent. Vous cherchez vos mots beaucoup. Des fois, même, ils vont aller jusqu'à substituer un mot pour un autre, ou des fois, ils ont des conversations que les mots ont aucune espèce de sens. C'est des mots alignés un arrière de l'autre, mais qui ne donnent aucun sens à la phrase. Puis, la plupart du temps, la personne qui a des pertes de mémoire reliées à la démence, elle s'en inquiète pas parce qu'elle s'en rend pas compte. C'est la famille ou l'environnement proche qui s'en rend compte, donc qui va être inquiet. Fait que dans les pertes de mémoire, qui est le premier symptôme habituellement qui va apparaître de la démence, okay? Il faut faire attention. Parce que des fois, on va avoir une autre condition qui peut se produire, puis qu'on appelle le délire. Le délire, lui, va causer une perte de mémoire. Mais le délire, lui, c'est une apparition qui est soudaine. Tout d'un coup, la personne a des symptômes de démence. Mais ce n'est pas une démence. Actuellement, ça va être un délire. Si on peut trouver la cause du délire, on va réussir à revenir à l'état antérieur. Fait que je vous raconte la petite anecdote suivante. À un moment donné, j'ai eu un patient qui faisait une démence, qui était diagnostiqué avec une démence et qui faisait du diabète. Une nuit que je travaillais, à un moment donné, les préposés viennent me voir et ils me disent, Lise, viens voir notre monsieur, hey, il est perdu, il est méchant, il est malin, on ne comprend plus, etc. Fait, déjà là, on savait qu'il y avait quelque chose qui allait pas, parce que c'était soudain. Fait que, oui, c'est vrai qu'il était perdu, il était malin, puis c'était pas un monsieur qui avait l'habitude d'être malin. Fait que quand j'ai vérifié sa glycémie était à 1,2. Donc, ça expliquait pourquoi il y avait ce changement de comportement-là tout d'un coup, puis une amnésie qui était plus grave que d'habitude, soudainement. Donc, c'était facile à traiter. Il est revenu à son état antérieur dans l'espace de quelques minutes après qu'on ait fait le traitement. Fait que, il faut comprendre que si l'amnésie elle est soudaine, il y a des grosses chances que ça n'est pas relié à la démence, parce que l'amnésie, elle est progressive avec la démence. Le deuxième symptôme à apparaître habituellement avec la démence, c'est l'aphasie. L'aphasie, c'est les troubles du langage. Fait qu'ils vont avoir de la misère à trouver le bon mot. Ils vont remplacer par un autre mot. Ils vont utiliser des phrases répétitives qui ne veulent pas dire grand-chose. Ça devient de plus en plus incohérent. Ça fait plus de sens pantoute. Le vocabulaire s'appauvrit. Ils utilisent toujours les mêmes mots. Puis, à un stade plus avancé, à un moment donné, c'est juste des grognements ou des cris ou un mutisme complexe, c'est-à-dire que la personne n'est plus capable de parler du tout. Et ça, on voit ça souvent dans le stade avancé de la démence. Le troisième symptôme habituellement à apparaître, c'est l'apraxie, donc
la difficulté ou l'incapacité de faire des tâches familiales. Fait que c'est de quoi, tu sais, vous allez leur donner leur peigne, vous allez leur dire: «Peignez-vous», puis ils sont même pas ils regardent le peigne, puis ils savent même pas à quoi ça sert. Ils ont oublié de faire des tâches familiales. Ils sont plus capables d'avaler, ils ont oublié la façon d'avaler. Fait que souvent, c'est pour ça qu'ils vont s'ouvrir de troubles de déglutition, parce qu'ils oublient d'avaler. Souvent, il faut faire le petit massage au niveau de l'esophage pour essayer de stimuler la déglutition. Ils ont oublié de s'habiller ou ils vont s'habiller tout croche. Ils oublient de se laver si vous ne les lavez pas. Puis ils vont vous dire: ben, je me suis lavé hier. Ben oui, tu t'es lavé hier, mais non. Probablement que la personne, ça fait un mois qu'elle s'est lavée. Là. Fait qu'ils oublient de faire des choses de la vie, des activités de la vie quotidienne normale. Les troubles de perception, ils sont importants parce que ça peut expliquer beaucoup, beaucoup de choses dans les comportements de vos patients. Ils ont une difficulté à interpréter leur environnement immédiat. Fait que ça se divise en deux catégories, les déficits visuospatiaux puis l'agnosie. Les déficits visuospatiaux, ça, ce que c'est la difficulté à évaluer les distances, à gager les distances. Fait que des fois, vous allez apporter peut-être votre patient aux toilettes pour qu'il urine, puis il est à peu près comme à 3 pieds de la toilette, puis il commence déjà à uriner parce qu'il n'est pas capable d'évaluer la distance entre lui-même, son corps, puis la toilette. Vous lui donnez un verre, vous dites dépose le verre sur le comptoir, puis il va aller pour déposer le verre sur le comptoir. Il est à peu près comme à 2 pieds du comptoir, puis il va le lâcher sur le plancher. Puis vous allez dire, ben voyons, le comptoir était juste là. Pourquoi il a fait ça? Des fois, on a tendance à penser qu'ils font par exprès. Ils font pas par exprès parce qu'ils sont pas capables d'évaluer les distances. Puis dans l'agnosie, c'est qu'ils ne peuvent pas reconnaître les objets. Ils ne peuvent pas reconnaître ce qu'ils voient. Vous pouvez leur présenter une assiette remplie de nourriture, ils ne reconnaissent même pas que c'est de la nourriture qui est dans l'assiette. Et ça couvre les 4 principaux symptômes cognitifs qu'on peut avoir avec la démence. En plus des symptômes cognitifs, on va avoir des symptômes qui vont affecter le fonctionnement de la personne, les symptômes fonctionnels. Fait que ça va causer des changements dans la personnalité de la personne. Ça cause que c'est impossible d'acquérir des nouveaux apprentissages. Dans les symptômes fonctionnels, on a le manque d'attention. La personne atteinte de démence, c'est très rare qu'elle va être capable de garder son attention sur une tâche ou sur une activité qui va durer plus que 20 minutes. C'est pour ça qu'on recommande des activités pas plus que 20 minutes. Les films, les émissions à la télévision, pas plus que 20 minutes. Essayez pas de faire regarder un film qui va durer 2 heures à une personne atteinte de démence. Au bout de 20 minutes, 20-30 minutes, la personne va perdre totalement intérêt. Ça peut même causer de la frustration. De imposer une activité qui n'ont plus l'attention pour cette activité-là, leur imposer ça, va leur causer beaucoup de frustration. Le manque de jugement. Elle va faire des choses qu'elle n'aurait jamais faites dans le passé. Se déshabiller au travers du monde. Sortir dehors en plein hiver avec juste un petit chandail à manches courtes puis des flip-flops d'un pied. Manger son souper quand ils ne sont pas en institution, manger son souper à 3 heures du matin. Le manque de jugement, masturber au travers des gens, essayer de saisir, souvent c'est des comportements qui sont sexuels, saisir les organes génitaux des travailleurs. Jamais ils auraient osé faire des choses dans ce genre-là dans le passé. Et là, tout d'un coup, ils commencent à faire ce genre de choses-là. Ensuite, on a le manque de pensée abstraite. Le manque de pensée abstraite, ils sont plus capables d'analyser les situations. Puis ça peut venir aussi pire qu'ils sont couchés sur un bras, ils ont le bras engourdi, puis ils n'ont même pas assez de raisonnement pour pouvoir se tourner de bord pour reprendre la circulation dans leur bras. Ils ne peuvent même pas faire ça. Ils ne peuvent plus faire des analyses. Vous allez leur dire quelque chose d'aussi simple que comme 2 plus 2. Ils ne peuvent plus analyser ça dans leur cerveau. Moi, j'ai ma belle-mère fait une démence, puis ma belle-mère, elle n'est même plus capable de signaler les numéros de téléphone. Elle ne comprend plus les chiffres. Même speed dial, là, ça ne marche même plus. Okay? Au début, ça marchait, speed dial, là, ça ne marche plus du tout, du tout. Elle n'est plus capable de faire ça parce qu'elle n'a plus la pensée abstraite. Et dans la difficulté à raisonner, écoute,
dans tout ce qu'ils vont faire, tu vas leur mettre leur assiette en avant des autres et en plus d'avoir l'agnosie, ils ne peuvent pas raisonner assez pour prendre la fourchette, saisir de la nourriture sur la fourchette, l'amener à leur bouche. Ils ont plus de raisonnement. En plus des symptômes fonctionnels, on va avoir aussi des symptômes physiques, malheureusement. Ce n'est pas tous les gens qui vont avoir tous les symptômes physiques. Ils peuvent avoir une partie des symptômes physiques. La majorité des gens vont avoir un changement dans le patron de la marche. Comme je vous disais tantôt, chez la plupart des démences, c'est les bras qui ne bougent plus. Ils ressemblent comme à des petits robots, puis ils marchent penchés beaucoup vers l'avant. Dans la maladie de Huntington, par contre, c'est la démarche dans le centre qu'ils vont avoir. Ensuite, ils vont avoir comme symptômes physiques l'hyperoralie. L'hyperoralie, c'est lorsqu'on porte tout à notre bouche. On voit ça très souvent lors des stades plus avancés de la démence. Ça cause des risques pour l'empoisonnement, l'aspiration avec des petits objets. Souvent aussi, quand ils demeurent à la maison encore, ils vont peut-être avoir tendance aussi à manger des choses qui ne sont pas comestibles, qui ne devraient pas être mangées, comme des plantes ou des produits chimiques, parce qu'ils ne savent pas la différence et ne voient plus la différence là-dedans. La plupart des patients qui font une démence, peu importe la forme de démence, vont finir par avoir des troubles de déglutition, la difficulté à avaler. Puis la salivation excessive. Ça va main dans la main, ces deux. Ils bavent beaucoup. On ne sait pas vraiment si ils bavent beaucoup ou qu'ils bavent ordinaire, mais qu'ils sont plus capables d'avaler. On dirait qu'on a toujours l'impression qu'ils ont beaucoup, beaucoup de salive. Mais on ne sait pas vraiment si c'est beaucoup de salive ou c'est juste le fait qu'ils n'avalent plus lorsque c'est le temps d'avaler. Mais on le voit très, très fréquemment. Okay? La salivation excessive avec les troubles de déglutition. Donc, la plupart des gens qui sont atteints de démence vont finir sur la purée, l'épaississement des liquides. On n'a pas le choix de faire ça. Environ 10% des personnes atteintes de démence vont souffrir de crise cognitive. C'est pas beaucoup, okay, mais c'est des gens habituellement qui ne sont pas épileptiques, qui n'ont jamais été épileptiques de leur vie, puis tout d'un coup commencent à développer des crises cognitives. Là, je vous parle de la façon de communiquer avec une personne atteinte de démence, parce qu'il y a une façon vraiment spéciale de pouvoir communiquer avec eux. Puis probablement, il y a beaucoup de choses là-dedans que vous savez déjà ou que vous faites déjà. Il y a peut-être des petits trucs que je vais pouvoir vous donner qui vous faciliteraient peut-être la tâche. Fait que le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer d'avoir le plus de connaissances possible au sujet de la maladie et au sujet de votre patient. Plus que vous allez en savoir sur votre patient, plus que vous allez en savoir sur la maladie, plus que ça va être facile pour vous. OK? Testez jamais la mémoire à court terme. Mon beau-père est décédé d'un Korsakoff plusieurs années passées, relié à l'alcoolisme. Là, ma belle-mère fait une démence, c'est un Alzheimer, c'est un mix, Alzheimer avec du vasculaire. Mon grand-papa est décédé d'Alzheimer. J'ai des ongles et des tantes. J'ai été entourée de démence presque toute ma vie depuis l'âge de 16 ans. Je suis entourée de démence. Une des choses, quand j'ai commencé à développer des cours sur les démences que j'ai dû faire avec ma famille puis ma belle famille, ça a été de les sensibiliser au fait qu'on ne doit jamais tester la mémoire à court terme. Puis, veut pas, les gens ont tendance à faire ça. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui est venu te voir? Quelle visite que tu as eue hier? Vous savez déjà les réponses aux questions, mais vous testez leur mémoire à court terme. Faites pas ça. Okay? La seule affaire que vous allez faire à tester la mémoire à court terme, c'est de causer de la frustration chez la personne qui peut devenir agressive. Ça, je vais vous en parler dans la deuxième session, comment gérer l'agressivité. Puis, vous risquez aussi de leur faire le peine. Fait que, on ne teste pas la mémoire à court terme. Posez-leur des questions sur ce qui s'est passé 15, 20, 30 ans passés, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier et le mois passé, là? Posez pas de questions. L'amnésie, elle est là, elle va rester là, ça ne prendra pas de mieux. Okay? Il y a quelques médicaments qui existent, vous le savez, la Aricept, Excellon, etc., qui peut ralentir l'évolution des symptômes, mais quand on arrête les médicaments, les symptômes reviennent avec vengeance. Fait que il faut faire certain qu'on comprend que l'amnésie fait partie de la maladie. Okay?
N'oubliez pas aussi que les problèmes de communication, ça peut avoir une autre cause que la démence. Est-ce que votre personne, est-ce qu'elle porte des appareils auditifs? Est-ce que les appareils auditifs sont fonctionnels? Est-ce que la personne a tendance à lire sur les lèvres, puis que là, vous mâchez de la gomme, puis qu'ils ne peuvent pas lire sur vos lèvres de la bonne façon? Il faut faire sûr qu'on met tous les outils en place pour faciliter la communication avec ces personnes. Parler de façon respectueuse. Puis là, je prends tout le temps de faire mon petit speech. Mes étudiants sont habitués à ça. J'enseigne des préposés depuis des années et des années. Essayez de comprendre que on a tous un nom, puis c'est une marque de respect d'utiliser le nom de la personne. Au Nouveau-Brunswick, on a une très, très mauvaise habitude, surtout du côté français. En anglais, on voit moins ça, mais ici, au Nouveau-Brunswick, du côté français, les gens ont tendance à tutoyer la personne âgée, ce qui est inadmissible. Les personnes qui sont âgées, les personnes qui sont plus âgées que nous, automatiquement, on devrait les vouvoyer. On a tendance aussi à utiliser les petits termes affectueux. Chérie, cher, mon poussin, ma catin, ma mère, pépé. Juste ça, vous les avez tout entendus. Peut-être vous les utilisez. Je veux que vous compreniez quelque chose. Je ne suis pas là pour changer vos habitudes. OK? Mais je veux que vous compreniez quelque chose. Le fait d'utiliser ces petits termes affectueux-là, c'est un manque de respect envers la personne. En plus d'être un manque de respect envers la personne, ça peut contribuer à augmenter la confusion. Si vous rentrez dans une chambre et vous dites à madame, hey, ma mère, viens-t'en, on va aller prendre notre bain. Ben, elle va vous regarder en vous dire, c'est qui cette petite fille-là? Ou c'est qui ce petit gars-là? C'est-tu un de mes enfants? Je ne le reconnais pas. Vous venez de le rendre encore plus mêlé qu'il était. Okay? Et qu'en plus d'être irrespectueux envers la personne, ça risque d'augmenter la confusion. Là, je sais, il y a du monde qui va me dire, ouais, mais nous autres, ils veulent absolument qu'on l'appelle Mémire ou Pépère, etc. Comme je vous ai dit, je ne veux pas changer vos habitudes. Okay? Je veux juste que vous soyez sensibilisés au fait que ça manque de respect et que ça peut apporter de la confusion. Fait que, infantilisez pas la personne atteinte de démence. Ne parlez pas entre vous autres comme si la personne atteinte de démence n'était pas là. Okay? On doit respecter la personne. Peu importe son état, on doit quand même la traiter avec respect. Fait que l'appeler par son nom, monsieur et madame, et le vouvoiement fait partie du respect en tout cas. Apprenez-vous à vous mettre à la place de l'autre personne, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Tantôt, quand j'en parlais à moi et Nicole, c'est une chose qui est disparue, on dirait, au fil des dernières années. Les gens sont épuisés. On a eu une pandémie qui a été difficile pour tous. Les gens ont perdu la compassion, ont perdu l'empathie. J'espère juste que vous faites une différence dans votre milieu de travail, que vous faites une différence avec vos patients, puis que vous avez gardé l'empathie. Jugez pas la personne, vous ne savez pas ce que la personne a passé au travail. On doit arrêter de porter des jugements de valeur. Même si la personne elle est agressive, il faut vous penser toujours que ça peut être relié à ça. La personne elle n'est pas gentille, c'est relié probablement à ça. Apprenez à sourire. Un sourire, ça va loin. Okay? Un sourire dans la voix fait une différence. Quand je vous ai décrit tantôt la personne qui fait de la démence, puis qui est aphasique, qui a perdu l'utilisation des mots, mais elle a perdu aussi la compréhension des mots. Peut-être qu'elle est plus capable de les utiliser de la façon adéquate, mais peut-être aussi qu'elle ne comprend plus les mots. Et souvent, la personne qui est aphasique va se fier beaucoup, beaucoup au non-verbal. Votre ton de voix, le sourire dans la voix, la vitesse à laquelle vous parlez. Ils vont se fier beaucoup là-dessus parce que c'est encore la seule chose qu'ils comprennent. Je vous raconte l'anecdote suivante. J'ai une étudiante qui travaille dans un foyer de soins spéciaux ici au Nouveau-Brunswick. Puis, c'est une bonne étudiante, mais qui a un ton de voix un petit peu bourru, okay? Qui est brusque un petit peu. Puis elle n'est pas méchante, elle est vraiment gentille, cette étudiante-là. C'est juste que c'est son ton de voix qui est comme ça. Puis à un moment donné, ils ont eu une admission dans leur foyer, une madame atteinte de démence quand même assez avancée. Puis elle est rentrée dans la chambre avec le ton de voix habituel qu'elle utilise tout le temps. Puis,
La madame s'est dirigée, comme on dit en bon français. La madame est devenue super agressive. La madame ne voulait plus rien savoir de cette étudiante-là. Elle ne voulait plus avoir aucun soin qui venait de cette étudiante-là parce qu'elle filait qu'elle se faisait bougonner probablement à cause du ton de voix. Et quand j'ai parlé avec l'étudiante, j'ai dit, ben, tu te souviens ton cours sur les démences? On en a parlé de ça. Tout le non-verbal pour la personne atteinte de démence, c'est ce qui est le plus important parce que le verbal n'est plus important pour les autres. Et qui se fait sur le non-verbal, les intonations de voix, le sourire, la vitesse à laquelle tu parles. Il se fait surtout là-dessus pour interpréter les messages. Ça vaut la peine d'essayer, ça vaut la peine de faire des efforts. Fait que si je reviens à mon étudiante, elle a changé complètement son attitude pour cette patiente-là. Puis, la patiente est décédée maintenant, mais la patiente, dans les derniers mois de vie, ça a été à collaborer avec les soins avec cette étudiante-là, parce que là, elle comprenait mieux qu'est-ce que l'étudiante voulait d'elle. Fait que, faut que vous compreniez que plus que vous faites des efforts, plus que l'autre personne, la personne atteinte, va faire des efforts elle aussi, pour essayer de s'adapter à vous autres. Sinon, la personne, elle va venir déprimer. Elle va se replier sur elle-même, elle va collaborer de moins en moins, elle va détériorer de plus en plus, les symptômes cognitifs vont augmenter, c'est un cercle vicieux. Choisissez les bons moments, les bons environnements pour les soins et pour communiquer vos activités. Des fois, on choisit des moments qui sont pas vraiment propices. Si vous restez juste 20 minutes avant d'aller dîner, puis que vous vous lancez à faire un bain complet au lit en 20 minutes, puis que vous poussez votre patient à aller plus vite, puis à aller plus vite, puis à aller plus vite, vous allez causer beaucoup de frustration qui peut dégénérer jusqu'à l'agressivité. Okay? Faites attention aux stimuli. Des fois, on ne fait pas attention à ça. Tout le monde parle en même temps, la télévision marche, la radio marche, les cabarets, les chariots des corridors. Il y a beaucoup, beaucoup de stimuli. Ça va causer de l'agitation parce que la personne n'est pas capable de dire « ferme la porte, ça me dérange »,« je baisse le ton, ça me dérange ». Elle n'est pas capable de le dire. Fait que la personne va commencer à être agitée. Lorsqu'on fait des soins, une des règles d'or, c'est une seule personne à la fois qui devrait parler. Si vous parlez tous les deux, vous êtes en train de faire un bain complet au lit à deux ou au bain tourbillon, si vous parlez tous les deux en même temps, ça fait deux messages à interpréter. Fait que, donc, une personne à la fois. Prenez la peine d'éduquer les gens autour de vous. Vous êtes éduqués, vous avez votre cours, vous avez étudié les demandes, vous avez travaillé avec des gens qui sont faits les demandes. Prenez le temps d'éduquer la population alentour de vous. Éduquer les familles face à ça. Éduquer les autres travailleurs face à ça. Ceux-là qui ne comprennent pas la maladie. Prenez le temps de donner de l'éducation. Essayez de choisir des moments dans la journée où la personne est plus réceptive à recevoir les soins. À ce stade-ci, je parle tout le temps des maisons carpe diem. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des maisons carpe diem. Les maisons carpe diem, ça a commencé, vous irez faire une petite recherche sur YouTube, il y a une bonne vidéo là-dessus. Ça a commencé en Europe. C'est une dame de 40 quelques années qui a été diagnostiquée avec une forme précoce d'Alzheimer. Puis, alors qu'elle avait encore toutes ses facultés cognitives, elle avait décidé qu'elle s'en irait pas dans un foyer de soins, manger le même gruyère au fouet que tout le monde mangeait, puis les mêmes toast molles que tout le monde mange, là, OK? Elle avait décidé qu'elle ne vivrait pas le restant de sa vie. Elle a fait beaucoup de recherches là-dessus. Elle a ouvert une première maison qu'elle a appelée Carpe Diem. Carpe Diem, ça vient du latin. Puis, ça veut dire vivre le moment présent. Ça peut être interprété de plusieurs façons, là. Vivre le moment présent ou un jour à la fois, one day at a time. C'est la façon qu'on le traduit. Okay? Fait que dans les maisons carpe diem, puis attendons-nous, je ne vous dis pas qu'il faut que ça s'installe au Nouveau-Brunswick, c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis juste que c'est un concept qui est totalement différent, moi que je trouve très bien comme concept. Dans les maisons carpe diem, c'est des tout petites maisons de soins prolongés avec 15, 20, une trentaine de résidents, pas plus que ça. Puis, il n'y a pas d'horaire établi dans ces maisons-là.
c'est les travailleurs qui s'adaptent à l'horaire des résidents. Ça fonctionne principalement sur un concept de tableau. Les tableaux sont complétés, puis pourvu que le patient ait mangé 3 fois dans la journée, ait pris ses 2 marches, sa culotte d'incontinence a été changée tant de fois, on l'a tourné tant de fois quand il est rendu dans cet état-là, on a fait les soins de bouche. Ça fonctionne principalement sous forme de tableau, OK? Mais il n'y a pas d'horaire d'établi. Ça veut dire ça que si, disons, que tu en as 3 ou 4 qui se réveillent à 4 heures du matin, puis qui sont disposés, on va les laver tout de suite, on va changer les culottes d'incontinence, on va changer leur lit, on va leur donner leur déjeuner, puis on va leur faire une petite activité, on va les coucher. Puis, s'il y en a 5, 6 qui se réveillent à 3 heures de l'après-midi, puis qui sont disposés pour souper à ce moment-là, on le fait à ce moment-là. Mais on fait les soins aux alentours de la personne. C'est pas la personne qui s'adapte à la routine, c'est pas la personne atteinte qui s'adapte au travailleur, c'est la routine qui s'adapte aux résidents, puis c'est les travailleurs qui s'adaptent aux résidents. Fait que sur les relais, jour, soir, nuit, ça n'a pas d'importance, il y a le même nombre de travailleurs. Il n'y en a pas plus de jours que de nuit, il y a le même nombre de travailleurs, mais les tâches sont reparties tout au long du 24 heures, pourvu que les soins soient donnés. Et la personne qui est atteinte de démence a perdu le concept du temps. Qu'il soit 2 heures du matin, puis si la personne elle a faim, même si vous lui direz il est 2 heures du matin, dormez, ça ne donne pas grand-chose. Okay? Ça va juste causer l'agitation et la frustration. Et c'est préférable d'essayer de s'adapter à eux que d'essayer de les faire s'adapter à nos routines. Pendant la pandémie, ils ont ouvert une maison Carpe Diem sur le Québec. En l'espace de 3 jours, la maison était déjà remplie. Ils avaient déjà réussi à combler toutes les lits dans ce foyer-là. Puis depuis que le foyer est ouvert, les lits se remplissent au fur et à mesure qu'il y a un décès ou qu'il y a une personne qui part, le lit se remplit tout de suite. Et que le besoin est là, c'est un concept qui est différent, c'est pas un concept qui est facile, c'est pas tout le monde qui aimerait ça. C'est même pas tous les résidents atteints de démence qui aiment ça. C'est surtout pour les résidents qui sont plus avancés dans leur démence. Au début de la démence, souvent, un foyer de soins ordinaire peut répondre facilement aux besoins de ces personnes. Autre chose, respecter le rythme de la personne. Accordez-y en masse de temps pour compléter les tâches. Au fur et à mesure, il va falloir vous adapter. Au fur et à mesure, il va falloir que vous faites de plus en plus de tâches. Volez pas l'autonomie de la personne. Je suis le genre d'infirmière que je promouvois l'autonomie du patient. On essaie de le garder le plus autonome que possible. Puis je sais que c'est bien plus facile de le faire nous autres-mêmes, c'est bien plus rapide de le faire nous autres-mêmes. J'ai travaillé en masse au chevet, que je sais que c'est des fois beaucoup plus facile de le faire nous autres-mêmes que d'attendre que le patient le fasse lui-même. Mais, par contre, il faut essayer de respecter l'autonomie en autant que possible. On essaye aussi de leur faire des tâches où on sait que la personne va bien réussir, parce que si la personne échoue à ce moment-là, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se décourager et qu'elle ne voudra plus faire des tentatives. Elle ne voudra plus essayer. Jamais, jamais parler en présence du client comme s'il n'était pas là. Ça, des fois, je le vois, OK? On ne sait jamais quand est-ce que notre patient il va avoir un petit moment de lucidité ou qu'il va comprendre ce que vous êtes en train de dire. C'est un manque total de respect. De vous raconter votre fin de semaine, de vous raconter qu'est-ce que vous allez manger pour le dîner, puis quel lunch que vous vous êtes apporté, puis etc. Ça manque totalement de professionnalisme. On le voit souvent, ça ne devrait pas avoir lieu. OK? Faites attention aussi, des fois, il y a certaines paroles que vous allez dire qui vont peut-être augmenter la confusion. C'est si vous commencez à parler du patient de la chambre à côté, puis vous dites, ah, ben, il va mourir, la mort est imminente, là. Il a demandé l'aide médicale à mourir. Ben, lui, le patient là, que vous êtes en train de faire des soins, là, il pense peut-être que vous parlez de lui. Fait que ça peut causer l'agressivité. Poussez pas le patient à bout, essayez pas que ça aille plus vite. OK? N'oubliez pas que ça prend au moins 10 à 30 secondes pour une personne atteinte de démence à interpréter vos paroles. Fait que si que vous posez une question à votre patient, puis que 2 secondes plus tard, 3 secondes plus tard, vous dites, ben, tu m'as pas répondu,
il est encore en train d'analyser la phrase que vous venez de lui dire. OK? Fait que, il faut leur laisser au moins 10 à 30 secondes. Puis, si vous devez répéter la consigne, c'est important de répéter la consigne en utilisant les mêmes mots. Tu sais, si vous dites, bon, ben, venez, on va aller aux toilettes, OK? Puis qu'ils ne comprennent pas, puis que vous répétez, mais que vous utilisez une terminologie différente, que vous dites, venez, on va aller uriner, OK? Ou on va aller faire pipi, si vous voulez vulgariser un petit peu les mots pour adapter. Là, ils sont rendus avec deux phrases à interpréter. Fait qu'il faut utiliser les mêmes mots. Venez, on va aller aux toilettes. Ou venez, je vais changer votre culotte d'incontinence. OK? Utilisez toujours les mêmes mots en autant que possible. Si que ça fait 2 fois ou 3 fois que vous le dites, que vous avez laissé en masse de temps pour l'interpréter puis qu'ils ne comprennent encore pas, là, à ce moment-là, c'est le temps de changer la terminologie, de peut-être être obligé de vulgariser un petit peu la terminologie pour l'adapter à leur niveau de compréhension. Tenez vos promesses, on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils vont se souvenir. Fait que faire des promesses dans le vide juste pour essayer d'abaisser les émotions, ça aide pas, ça peut même empirer les choses. Fait que, en plus de ça, ben, si vous ne tenez pas vos promesses puis qu'ils s'en souviennent que vous n'avez pas tenu la promesse, ben, vous risquez de causer la frustration, mais aussi vous risquez de perdre leur confiance. Parce qu'ils ne vous feront plus confiance. Ils ne savent pas pourquoi ils ne vous font pas confiance, mais ils ne vous feront plus confiance parce que vous n'avez pas tenu votre promesse. Utilisez un langage clair, un ton de voix calme. Essayez de ne pas avoir d'irritation dans votre voix. Je sais que c'est pas facile. Impatience, etc. Essayez de ne pas avoir ça dans votre voix. Parlez un petit peu plus lentement que d'habitude. Vous n'êtes pas obligé de parler plus fort, ils ne sont pas sourds. Okay? C'est juste parler un peu plus lentement pour leur permettre d'interpréter. Donnez juste un message à la fois. Les moulets à parole, là, comme que je suis en train de faire, là, c'est trop pour eux parce qu'ils ne peuvent pas interpréter ça. Okay? Faites sûr que vous avez un contact visuel, qui vous voit les yeux ou qui sont capables de lire sur vos lèvres quand vous leur parlez. Articulez les mots comme il faut. Mâchez pas de gomme quand vous leur parlez. Juste un morceau d'information à la fois. Si vous rentrez dans une chambre et vous dites, bon, ben là, on va prendre le bain, puis là, après ça, on va vous habiller, puis après ça, on va aller prendre une petite marche dans le corridor, puis après ça, ben, il y a une activité dans la salle d'activité. C'est beaucoup trop d'informations à interpréter. Une seule information à la fois. Okay? Puis, à un moment donné, il va peut-être falloir que vous changez votre façon de parler pour qu'ils vous pouvez être en mesure de communiquer avec eux de façon adéquate. Des fois, on est même obligé de communiquer par signe, OK? Parce qu'ils ne comprennent plus pantoute nos paroles. Faites attention à votre communication non verbale. Comme je disais au sujet de mon étudiante, l'attitude sèche, brusque, ça aide pas. Sauf lors des soins, respectez la bulle des gens, autant que possible. Tous les signes d'impatience, gardez ça pour vous autres. Faites face à votre patient, vous assurez que l'appareil auditif est fonctionnel, que les lunettes sont propres. Comme je disais tantôt, donnez juste une consigne à la fois. Évitez des terminologies que vous savez qu'ils ne comprendront pas. C'est pour ça que des fois, on est obligé de vulgariser. Okay? Si vous commencez à dire des choses comme avez-vous été à la selle, puis qu'ils ne savent plus qu'est-ce que ça veut dire aller à la selle, bien, vous risquez de ne pas avoir la bonne réponse. Okay? Faites sûr aussi que vous comprenez que de plus en plus, au Canada, on a différentes cultures, différentes religions, différents langages. C'est à nous à s'adapter, les travailleurs de la santé. C'est pas facile, mais c'est quand même à nous à s'adapter aux différentes cultures, différentes religions, puis différents langages. Fait que je dis tout le temps la phrase suivante, je le dis à répétition depuis des années, des années, des années. C'est impossible pour le client à de se rendre là où on est. C'est à nous autres de se rendre là où on est. Essayez d'encourager l'autonomie le plus que vous pouvez. Essayez de respecter les habitudes antérieures du client, l'horaire habituel du client. Là, si vous avez un patient qui a pris son bain toute sa vie le soir avant d'aller se coucher, puis tout d'un coup, on lui impose de prendre son bain le matin, il n'a jamais fait ça. On ne respecte pas les habitudes de vie de la personne.
Sur les soins quotidiens, essayez d'être flexible en autant que possible. Les besoins peuvent être changeants. Une journée, ça peut bien aller. Le lendemain, ça va mal. Essayez de faire les choses le plus simple possible. Soyez réaliste. Peut-être que la personne, elle n'est plus capable de se brosser les dents au complet toute seule. Mais peut-être que si vous prenez la brosse à dents et vous mettez la pâte à dents sur la brosse à dents, qu'ils sont capables de le faire à partir de cette étape-là. Préparez le plus de matériel que possible à l'avance. Limitez les choix, c'est surtout point de vue les vêtements et la nourriture. Limitez les choix. Faire ouvrir la garde-robe, puis que vous avez 10 paires de pantalons, puis 20 tops, c'est trop, ils ne peuvent pas choisir. C'est trop complexe. Prenez 2 paires de pantalons, 2 tops, faites-la choisir. Okay? Faites sûr que vous avez tous les moyens techniques pour assurer le confort, la sécurité, lors du bain, lors d'hygiène, lors de la toilette, etc. Sièges surélevés, des rampes. Les barres d'appui dans les salles de bain, c'est important. Faites attention si vous avez des barres à serviettes. J'ai vu ça souvent, les gens ont tendance à confondre les barres à serviettes pour des barres d'appui. Une barre à serviette ne peut pas supporter le poids d'une personne. Fait que des fois, c'est nécessaire de les enlever, les barres à serviettes. Laissez le patient se poser entre les tâches. Pas faire de reproches. Si la personne n'est pas capable de faire une tâche, même si elle était capable hier, si aujourd'hui elle n'est pas capable, c'est correct. Faites pas de reproches. Okay? Respectez l'intimité lors des soins. Puis des fois, on a tendance à oublier ça. La personne est complètement cachée. Essayez de garder la personne cachée le plus possible lors des soins. À la baignoire et à la douche, prendre la peine d'en parler parce que souvent, avec la démence, ils deviennent de plus en plus réticents à se laver. Fait que des fois, si on les pousse à se laver, ben, ils vont devenir agités et agressifs. Des fois, ben, il faut qu'on ait des alternatives. Les baths in a bag, des fois, ça va aider. Les shampoos in a bag vont aider. C'est temporaire, c'est pas des solutions qui sont permanentes, mais ça peut quand même aider. Préparez toutes vos choses à l'avance pour le bain. Ayez une chaise ou un bain de douche. Une chaise de douche, si on les trouve d'équilibre. Une chaise à proximité quand ils vont sortir. Ayez toutes vos serviettes de près quand ils vont sortir du bain. Faire jouer une petite musique douce durant le bain, ça peut aider à détendre. Choisissez, c'est pas une musique que vous autres vous aimez. Choisissez de la musique que la personne. Assurez-vous que la température de la pièce est assez chaude. Les personnes âgées ont tendance à être très frileuses. Dites-leur pas trop longtemps à l'avance que vous allez leur donner leur bain parce qu'ils vont se trouver toutes les excuses de planète Terre pour pas se donner leur bain. Fait que toujours leur offrir d'aller uriner ou d'aller à la toilette avant le bain. C'est bien plate d'avoir celle qui flotte au-dessus du bain. Ça vous a sûrement tout arrivé. Moi, ça m'est arrivé parce que j'avais oublié d'amener mon patient à la toilette avant le bain. Faites sûr que vous les emmenez à la toilette avant le bain. Mettez pas trop d'eau dans la baignoire, ça peut causer de la panne. Température adéquate de l'eau. Les tapis antidérapants dans le fond du bain, essayez de ne pas prendre des tapis antidérapants qui sont de couleur foncée, parce qu'ils peuvent avoir l'impression qu'ils sont en train de jumper dans un grand trou noir. C'est préférable de prendre un tapis antidérapant de couleur pâle. Même pour les déficits visuospatiaux, quand on a la difficulté à gauger les distances, même mettre du ruban adhésif de couleur le long du bain, ça peut aider. Vous pouvez utiliser de la mousse de bain dans le baignoire, mais pas des huiles de bain. Les huiles de bain, la surface belle coulissante, c'est dangereux. Je sais que les bains tourbillons, puis les bains thérapeutiques, etc., c'est très, très la mode dans les foyers de soins. Faites attention, c'est pas bon pour tout le monde. C'est pas bon pour tout le monde parce que chez certaines personnes, un bain ordinaire ferait beaucoup plus l'affaire et causerait beaucoup moins d'anxiété. Imaginez-vous si vous êtes une personne atteinte de démence, avec des déficits visuospatiaux, de l'amnésie, l'aphasie, etc., puis vous vous trouvez sur un lift au-dessus d'un bain, comment est-ce que vous pourrez vous sentir? Puis tout d'un coup, on vous descend dans le bain, puis on start les remous, puis vous n'êtes pas habitué à ça, des remous comme ça. Ça cause beaucoup de peur. Fait que c'est pas pour tout le monde, les bains thérapeutiques. Il faut vous respecter ça aussi. Vous ne devrez jamais laisser un patient seul au bain, naturellement. Pas laisser couler de l'eau sur la tête sans les aviser.
C'est protéger les oreilles, enlever les appareils auditifs lors du bain. Je n'ai pas besoin de vous dire ça, vous savez ça. Point de vue les miroirs, ben, ça peut être d'un extrême à l'autre. Dans les miroirs, il y a des personnes qui vont aller se voir au miroir, ils vont se reconnaître, qui n'ont pas de problème avec ça. Par contre, on a certaines personnes parfois qui souffrent de démence, qui ne se reconnaissent pas dans les miroirs. Fait que, les autres, ils se rappellent de eux alors qu'ils étaient dans la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, puis tout d'un coup, ils se regardent dans le miroir, puis ils voient une personne âgée. Fait qu'ils ont peur. Fait que moi, j'ai déjà vu des cas qu'on était obligé d'enlever tous les miroirs parce que la personne cassait les miroirs. Elle avait tellement peur de ce qui se passait dans le miroir qu'elle cassait les miroirs. Les personnes atteintes de démence, comme les personnes âgées, ont une peau qui est plus sensible. À cause de la démence, les gens souvent vont avoir des problèmes d'infection de peau, puis ils ne nous le diront pas. Ils ne sont pas capables de nous le dire ou ils s'en rendent juste pas compte. Fait qu'on va se retrouver avec des infections de peau à champignons, on va se retrouver avec des escarres de décubitus, des ongles incarnés, puis des fois, ça prend du temps avant qu'on s'en aperçoive. Fait que faites sûr que vous faites des bons soins de peau, bien rincer la peau, les résidus de savon peuvent causer des irritations. Faites attention aux organes génitaux, faites attention à l'ombilic. Au niveau de l'ombilic, souvent, il se ramasse les boubous de nombril, comme on dit, là. Là, si on laisse les boubous de nombril là trop longtemps, ben, à un moment donné, ça peut s'infecter. Au niveau des seins chez les femmes, en dessous des seins, il peut y avoir des irritations, des aisselles, derrière les oreilles. Essayez de garder peau propre et sèche en tout temps. Faire des bons soins d'incontinence, en tout cas possible. Des fois, je vois des gens qui vont changer des culottes d'incontinence sans faire des soins d'incontinence. C'est inacceptable. Vous devriez faire des soins d'incontinence en tout temps. Pour prévenir les escarres de décubitus, faire des changements de position aux 2 heures. Ça, c'est même quand le patient est rendu en soins palliatifs. Même quand il est rendu en fin de vie, on devrait quand même changer de position aux 2 heures. Ma maman est décédée juste l'été passé. Puis, écoute, les soins palliatifs se sont pas faits à l'unité où elle était. Si j'aurais pas été là, elle n'aurait jamais été tournée, elle n'aurait jamais eu de soins de cathéter, elle n'aurait jamais eu de prévention des plaies-guides, etc. Puis, les gens vont dire, ben, qu'est-ce que ça donne de faire tout ça? Elle va mourir de toute façon. Oui, je comprends, elle va mourir de toute façon, mais pourquoi mourir avec des souffrances additionnelles? Il faut continuer à faire la prévention des escarres de décubitus. Fait que changer votre culotte absorbante, dès qu'elle est souillée, une crème barrière, les matelas pneumatiques, les coussins mémoire, les peaux-boutons, dans les fauteuils roulants, les matelas à pression alternative. C'est toutes des choses qu'on peut faire pour essayer d'éviter les plaies-guides. Massez jamais la peau qui est rouge au niveau des os. On peut frotter quand même avec une crème hydratante, mais on ne masse pas. Okay. Faites sûr que la personne a une alimentation appropriée. Puis ce qui est triste, c'est que souvent, ben, au fil du temps, quand le temps passe, la personne, seulement, va s'alimenter de moins en moins. Pas à cause qu'elle n'a pas faim. La personne, elle a faim. C'est juste qu'elle a oublié comment s'alimenter, elle a oublié comment avaler. Fait que, il faut qu'on les aide à s'alimenter de façon appropriée. Des fois, on est obligé de donner des suppléments alimentaires. Sûr qu'on a une hydratation appropriée aussi. Faire des bons soins au niveau des dents et des dentiers. Quand la personne est encore en train de collaborer, qu'elle est consciente, qu'elle a un déficit, mais qu'elle collabore encore, c'est un bon temps de les emmener chez le dentiste pour un examen complet pour réparer tout ce qu'on peut réparer. Faire sûr que la personne se brosse bien les dents, brosse bien son dentier, brosser le palais, la langue. Vous savez que la majorité du temps, les mauvaises haleines, ça ne provient pas des dents. C'est pas à cause qu'on a les dents carriées. La plupart du temps, ça vient des dépôts de nourriture qui ont pourri au palais ou sur la langue. On recommande d'utiliser des rince-bouches sans alcool, puis la pâte dentifrice qui est non toxique, puis même de préférence des pâtes dentifrice qui ne moussent pas beaucoup. C'est encore mieux parce qu'on a moins besoin de rincer. Faites sûr que vous surveillez le patient qui a des dentiers. Ça m'arrive à plusieurs reprises de trouver des dentiers dans les toilettes puis dans les poubelles. Faites sûr que vous les surveillez à ce niveau-là. On ne devrait pas laisser notre patient
qui est porteur de dentier ou de partiel, on ne devrait pas le laisser dormir avec ça. Ça arrive rarement, mais ça peut se produire qu'un patient va avaler son partiel ou même le dentier. Le dentier du haut, c'est rare qu'on va voir ça, mais le dentier du bas, moi, j'ai déjà vu ça, un patient avaler son dentier. Donc, on ne les laisse pas dormir avec le dentier. Au niveau des soins des cheveux, des coupes de cheveux qui sont faciles d'entretien, c'est pas le temps de commencer à mettre des bigoudis, puis que ça soit très élaboré comme coupe de cheveux. Les shampoings secs puis les shampoings sans rinçage, ça aide, mais à un moment donné, il faut quand même laver les cheveux avec un vrai shampoing. Quand la personne n'est plus capable de se rendre au bain de shampoing, il y a quand même l'alternative de faire des shampoings. Rasoir électrique, naturellement, les rasoirs à lame sont plus recommandés avec la démence. Le rasoir électrique est plus facile à manier et plus sécuritaire. Puis ça permet quand même aux patients de se raser tout seul. C'est correct, même si c'est une couple de petits poils et cette puis-là, c'est pas dramatique. Et vous compléterez avec le rasoir dessus. Dans l'habillement, on essaie de les habiller à tous les jours. C'est pas sain de rester en jaquette ou en pyjama à longueur de journée. Il faut de temps en temps le faire parce qu'on ne fait pas, c'est correct. Mais c'est préférable de les habiller à tous les jours pour qu'il y ait au moins la différence entre les activités de jour et les activités de nuit. Puis, respectez les préférences des gens. Ça ne veut pas dire que vous aimez les vêtements que vous portez, mais ça n'a pas d'importance pour dire qu'eux, ils soient confortables. Puis, des fois, ben, c'est nécessaire d'acheter toujours, moi, je le vois à répétition, là, les gens qui sont atteints de démence ont tendance à s'habiller toujours tout le temps. On a toujours les mêmes vêtements sur le dos, pourvu que les vêtements ils soient propres. Des fois, c'est nécessaire d'adapter les vêtements en conséquence. Puis, des fois, on va être obligé peut-être d'acheter comme 2, 3 ensembles qui sont semblables. Au moins, la personne, c'est un esprit de familiarité pour cette personne-là, de toujours porter les mêmes vêtements. Les vêtements qui font plus, puis les vêtements qui sont hors saison, etc., enlevez ça des tiroirs, enlevez ça des garde-robes. Comme je vous disais tantôt, essayez de limiter les choix. Ne présentez pas tous les vêtements d'un coup. Ça va juste causer de la frustration. Essayez de choisir des vêtements qui sont faciles à enfiler. À un moment donné, là, avec des zips puis avec des boutons, ça ne marche plus. Fait qu'on est mieux d'aller avec des snaps, puis des boutons pression, puis des attaches à velcro, puis des élastiques. C'est beaucoup plus facile. Même chose pour les chaussures. À un moment donné, ils ne sont plus capables de lasser leurs souliers. C'est préférable d'aller avec des chaussures qu'on peut empiler facilement, mais qui sont sécuritaires. La plupart des patients qui sont atteints de démence vont souffrir d'insomnie. Souvent, c'est relié au fait qu'ils dorment trop pendant le jour. Ils font souvent des siestes. C'est normal que si vous dormez 2, 3 jours pendant le jour, 2, 3 heures pendant le jour, que la nuit, vous ne pourrez pas dormir. Fait qu'il faut peut-être essayer d'éviter les siestes pour prolonger pendant le jour. Je ne vous dis pas de ne pas les laisser dormir tout de suite, mais une sieste de 20-25 minutes pendant le jour devrait être suffisante s'ils sont fatigués après une activité. Certains patients qui sont atteints de démence souffrent de ce qu'on appelle le syndrome crépusculaire. Le syndrome crépusculaire, c'est lorsque la personne confond le jour et la nuit. Fait qu'ils vont avoir tendance à faire leurs activités, surtout pendant la nuit, et dormir pendant le jour. Comme je vous disais tantôt, c'est à nous autres à s'adapter. Fait que si c'est le cas, ben c'est triste, mais il faut qu'on s'adapte à ceci et faire des activités pendant la nuit pour ces patients-là. Plus que vous allez maintenir une routine de coucher familière au client, plus que le sommeil va être facile pour ce client-là. Essayez d'avoir des activités qui sont relaxantes, pas de stress en soirée, pas beaucoup de visiteurs. C'est plate parce que dans la majorité des institutions de soins de longue durée, on va avoir beaucoup de visiteurs, surtout en soirée. Mais là, ils sont très stimulés, puis ils ont de la misère à dormir après ça. Naturellement, éviter les produits à base de caféine, éviter les émissions qui sont violentes ou éviter les émissions qui ont tendance à causer des frustrations ou de l'anxiété. Je parle toujours de ce qui s'est produit lors du 9/11, des attentats aux États-Unis. Dans ce temps-là, je travaillais dans un foyer de soins, puis vous savez qu'à la télévision, là, c'est ça qui a roulé là, pendant 24 heures par jour, pendant plusieurs jours, jusqu'à temps qu'on s'aperçoive que, ouf, nos patients qui étaient atteints de démence, là, ils étaient hors de eux. Parce que chaque fois qu'ils regardaient les 2 tours tomber, c'est comme si qu'ils revivaient ça à chaque fois parce qu'ils ne se souvenaient pas qu'ils l'avaient vu peut-être même passé. Fait que ça a venu à un moment donné, c'était comme qu'ils fermaient les télévisions ou changeaient de poste. Là.
parce que c'est vraiment pas bon pour ces patients-là, les émissions dans ce genre-là, où de toute façon, les émissions, l'actualité locale, puis l'actualité, la politique du fait, ça vient avoir aucun intérêt pour ces gens, pour les personnes à téléphone. Fait que assurez-vous que la température de la pièce est confortable, les lits sont confortables. Point de vue de l'alimentation, la grosse majorité du temps, les autres vont être capables de manger par eux-mêmes un bon bout de temps. Faites sûr qu'il n'y a pas trop de distractions lors des repas. Faites sûr que vous allez les chercher pour aller manger. J'ai une dame que je connais qui demeure dans un foyer de soins qui est partie d'un poids de 165 livres dans l'espace de 6 mois, a descendu à 122 livres. Vous allez dire, c'est une bonne diète. Ben, c'est pas tellement une bonne diète, parce que la madame, elle oubliait d'aller à la salle à manger, mais les gens n'allaient pas la chercher pour aller à la salle à manger. Et des fois, elle pouvait manger peut-être un repas. Fait que, allez les chercher. Si c'est des gens qui sont autonomes pour aider les déplacements, allez les chercher pour être sûr qu'ils vont se déplacer à la salle à manger si c'est le cas. Être sûr qu'ils font des bons soins buccaux, être sûr qu'on n'a pas de lésions, qu'on n'a pas de caries dentaires qui pourraient empêcher l'alimentation. Si votre patient y a mangé, mais qu'il demande d'avoir encore de la nourriture, c'est correct. Donner un petit quelque chose, un petit biscuit, quelque chose dans ce genre-là. Souvent, ils ont oublié qu'ils ont mangé. On essaie de les distraire avec un petit quelque chose. Pensez de sécurité en tout temps lorsque vous servez les aliments. Naturellement, pas de couteau tranchant. Faites sûr que les repas, les plats ne sont pas trop chauds, qu'ils ne s'ébouillanteront pas avec leur fille. Si c'est des salles à manger, toujours leur donner à la même place à la table. Des fois, on va recommander même d'avoir une place identifiée, une table. Protéger les vêtements avec un tablier d'adulte. Il y a des gens qui appellent ça des bavettes. Un bébé porte des bavettes. Un adulte porte un tablier d'adulte. Éviter les bruits qui sont inutiles. Fermer la télévision. Des fois même, la radio, c'est trop. Fait que des fois, on est obligé de fermer la radio. C'est d'avoir un horaire régulier pour les repas et les collations en même temps que possible, mais quand même en respectant les personnes. Informez-vous aussi si votre patient il y a des choses qu'il n'aime pas manger. T'sais, si votre patient n'a jamais mangé de boudin de sa vie, puis que vous servez du boudin une fois par semaine, il y a des grosses chances que ce repas-là, il ne mangera pas. Ayez un deuxième choix de disponible pour ces patients-là. On essaie de présenter un seul plat à la fois. On essaie de garder le dessert pour la fin, naturellement, mais on présente un seul plat à la fois parce que sans ça, ça fait trop de choix à faire. N'hésitez pas à demander une consultation en ergo. Des fois, avoir des assiettes adaptées ou des ustensiles adaptés peut aider le patient à continuer à s'alimenter par lui-même plus sur le temps. En fait, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour assister sans nécessairement l'alimenter le plus longtemps possible? Fait que si vous devez couper ou écraser les aliments, si vous devez utiliser l'épaississement pour le liquide, essayer d'offrir des aliments qu'ils peuvent manger avec les mains, des sandwichs, des cuisses de poulet, des morceaux de pizza. Essayez de ne pas servir des aliments qui ont besoin de beaucoup de manipulation d'ustensiles. C'est comme les spaghettis, ça ne se mange pas bien avec les mains. À un moment donné, on est obligé peut-être d'aller choisir quelque chose d'autre. Le grilled cheese, c'est correct, ça se mange avec les mains. Servir le repas principal dans une boule au lieu d'une assiette. La soupe dans une tasse, qu'ils peuvent boire leur soupe. Puis tout ce qui est inutile sur le dessus de la table, là, les porte-napkins, puis les salières, les poivrières, les bouteilles de ketchup, etc., si vous pouvez les enlever, enlevez-les. Essayez de servir des aliments qui sont riches en protéines et en calories. C'est plus le temps d'essayer de watcher la ligne. De toute façon, la majorité d'eux vont avoir une perte de poids assez drastique vers la fin de la maladie. Fait qu'on n'essaie plus de surveiller vraiment la diète du point de vue calories sur ce côté-là. On essaie de lui laisser le plus de temps pour s'alimenter. Puis si vous devez l'alimenter vous-même, accordez-vous suffisamment de temps. Donnez-y des petites gorgées d'eau entre les bouchées. Faites sûr qu'il a bien avalé avant de donner une bouchée. Fait que les risques d'étouffement augmentent puisque la maladie avance. Les gens ont tendance à s'étouffer de plus en plus facilement. Fait que l'étiquette devient nécessaire.
Je suggère toujours les patates en poudre. Il n'y a pas beaucoup de monde qui semble connaître l'option d'utiliser des patates en poudre comme solution d'épaississement, mais c'est une bonne alternative, pas pour les aliments sucrés, mais pour les aliments qui sont salés. Les patates en poudre vont épaissir l'aliment, mais ils ont l'avantage de contribuer à augmenter l'apport calorique puis l'apport en nutriments. Parce que l'étiquette, lui, il ne change pas toute la valeur nutritive de l'aliment. Il change la consistance de l'aliment, mais il ne change pas sa valeur nutritive. Tandis que les patates en poudre vont augmenter la valeur nutritive de l'aliment. Fait qu'il n'y a rien qui vous empêche d'épaissir la soupe avec des patates en poudre. Il n'y a rien qui vous empêche d'épaissir la purée de viande avec des patates en poudre, que ce soit plus facile à avaler, puis que ça augmente la valeur nutritive. Si le patient refuse de manger pendant le repas, assistez pour ça ne donne rien. Vous allez exposer la frustration, donner un supplément alimentaire un peu plus tard, quand il va être réceptif à s'alimenter. Puis, point de vue de l'utilisation des ustensiles, là, on n'est pas regardant là-dessus. Okay? S'il veut utiliser une cuillère au lieu d'une fourchette, c'est correct pour qu'il mange. S'il veut manger avec les doigts, on veut qu'il mange. C'est ça qui est essentiel. Concernant l'élimination, on essaie de suivre la routine antérieure du patient. Faites sûr qu'il peut localiser les salles de bain facilement et rapidement. Laissez-lui une veilleuse la nuit. La nuit, même, des fois, c'est recommandé d'avoir une commode à proximité du lit pour pas qu'il ait à se déplacer loin. Faites attention, les personnes qui sont atteintes de démence ont tendance à faire des infections urinaires à répétition. Souvent, c'est à cause de la perte de sensation. Ils ont tendance à ne pas vider leur vessie au complet. Ceux qui ne vident pas leur vessie au complet, ils vont avoir toujours un résidu d'urine à l'intérieur de la vessie qui finit par s'infecter. On recommande du jus de canneberge quand même régulièrement. On recommande d'essayer de leur faire prendre beaucoup de liquide si c'est possible. Puis s'il n'y a pas de restriction au niveau des liquides naturels. On essaye de retarder l'utilisation des culottes d'incontinence le plus longtemps possible. Okay? N'oubliez pas que les personnes atteintes de démence, ils ont un temps d'avertissement plus court. Le cerveau, par le temps que le cerveau reçoit l'information qu'ils ont envie d'uriner, puis que le cerveau a besoin d'interpréter ce besoin d'uriner-là, souvent, c'est déjà fait, l'incontinence urinaire est arrivée. Le fait que le patient est incontinent urinaire une fois par mois, une fois par 2 mois, ne justifie pas l'utilisation d'une culotte d'incontinence. Vous devriez essayer de reculer le temps d'utilisation de la culotte d'incontinence. Essayez de retarder ça le plus longtemps possible. L'incontinence urinaire peut apparaître quand même assez tôt au cours de la maladie. Des fois, c'est qu'ils ne réalisent pas qu'ils ont besoin d'uriner, ils ne sont pas capables d'interpréter le message, ils ont la perte de sensation du besoin d'uriner. Si ils ont des difficultés à se mobiliser, ils ne sont pas capables de se rendre par eux-mêmes aux toilettes. Puis, l'incontinence fécale, l'incontinence intestinale, habituellement, elle apparaît beaucoup plus tard dans la maladie. Puis souvent, c'est relié au fait que la personne prend souvent des laxatifs puis a de la difficulté à maîtriser, à contrôler son intestin. Fait que, il y a plusieurs choses qu'on peut quand même essayer de faire, comme essayer de respecter les habitudes d'élimination du patient. Faites attention à la communication non verbale du client. Si votre client est penché en deux puis qu'il se plaît le ventre, qui se tient le ventre, il y a des grosses chances qu'il ait envie d'aller aux toilettes. Faites-lui penser d'aller aux toilettes ou emmenez-le vous-même aux toilettes de façon régulière. Faites sûr que les toilettes, ils sont faciles à trouver. Faites sûr que même installer un banc gommé de couleur, du masking tape de couleur alentour du siège de toilette ou mettre un siège de toilette de couleur peut aider aux patients à retrouver la toilette plus facilement. Les sièges surélevés, et faire des bons soins d'hygiène si le patient est incapable de le faire. Toujours respecter l'intimité, naturellement. Des fois, c'est nécessaire d'enlever les locks, les verrous dans les salles de bain parce qu'on ne veut pas que notre patient se renferme seul dans la salle de bain. Si le client il a une incontinence, faites pas un drame.
Baba s'élève pas, ça donne rien. Si votre client semble uriner plus souvent que possible et qu'il se saisit les organes génitaux quand il urine, il faudrait peut-être que vous auriez le réflexe de douter peut-être de troubles de la production urinaire. Peut-être qu'il y a une infection d'urine, peut-être qu'il y a une douleur, peut-être qu'il y a une pierre de rein. Il faut être attentif à ça. La copromanie est quand même assez fréquente quand on parle de démence. La copromanie, c'est le désir, pas le désir, je devrais plutôt dire le besoin incontrôlable de manipuler des cellules. Fait que on voit ça quand même assez souvent, la copromanie, la démence. C'est pas très plaisant, je l'admets. Ces gens-là peuvent pas contrôler ça. Et ils vont tout faire pour aller chercher des selles dans leur culotte d'incontinence. Puis j'ai déjà vu des cas même aller se faire des touchés rectales pour aller chercher des selles à l'intérieur de leur intestin pour manipuler des selles. Fait qu'il faut fournir un substitut, comme l'argile blanche ou non de la pâte à modeler non toxique. Ça a la même texture à peu près qu'une selle formée. Donc, ça peut quand même répondre à leurs besoins incontournables de manipuler les selles. Il y a certaines autres choses qu'on peut faire. À un moment donné, j'ai un politicien qui m'a contacté face à ça, la copromanie. Puis c'était la copromanie se produisait surtout la nuit. Fait que ce que je leur ai suggéré, puis ça a fonctionné, c'était d'acheter des pyjamas tout d'un bout, des onesies, des pyjamas tout d'un bout, enlever la fermeture éclair, le zip qui était à l'avant, puis l'installer à l'arrière. Fait qu'on a réglé le problème de cette façon-là. Le patient n'était plus capable d'aller fouiller dans sa culotte d'incontinence, puis d'aller se faire des couchées rectales. Donc, on lui fournissait l'argile blanche qui a répondu à son besoin. Je vais vous dire que personnellement, si je rentre dans la chambre d'un patient qui souffre de copromanie, je préfère recevoir une boule d'argile blanche en face que de recevoir un morceau de sel. Fait que je pense que vous devez être pas mal tout comme moi sur ce côté-là. Fait que, puis votre client, qui porte une culotte d'incontinence, même si c'est tout le temps, 24 sur 24, si jamais il exprime le besoin d'aller aux toilettes, on devrait quand même l'accompagner aux toilettes. C'est très humiliant si on a une période de lucidité. Le patient va avoir une petite période de lucidité, puis qu'il va demander d'aller aux toilettes, puis on lui refuse ça, parce qu'il y a une culotte d'incontinence, qu'il est obligé de le faire dans cette culotte. Okay? C'est très humiliant, puis ça peut causer des frustrations. Je vous parle un petit peu de la sexualité face à la maladie, pas rien que la maladie d'Alzheimer, n'importe quelle démence. Fait que, point de vue de la sexualité, ça peut aller d'un extrême à l'autre. Okay? Ça peut être une personne qui va avoir un dégoût total de la sexualité, qui ne veut plus rien savoir de ça. Par contre, ça peut aller à l'autre extrême, que la personne n'a plus d'inhibition du tout, qu'elle va avoir des comportements sexuels inappropriés. Fait que faut essayer de respecter sur ce côté-là. Ça vous sert à rien de critiquer, de faire la morale et de gronder le client. Il faut juste essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Puis il faut aussi que vous compreniez que parfois, le comportement sexuel qu'on associe à la sexualité n'est pas nécessairement un comportement sexuel. Ça peut être un message que le patient veut vous transmettre. Par exemple, le monsieur qui manipule ses organes génitaux, peut-être que le monsieur a une infection de la prostate. Avant de juger que c'est un comportement qui est sexuel, on doit éliminer la possibilité d'un problème physique. Et si que vous êtes en train de faire un soin et que le client montre des signes d'excitation sexuelle comme une érection, c'est mieux de faire semblant, faites semblant de rien, ou sortez tout simplement de la chambre jusqu'à temps que le patient ait répondu à son besoin et vous revenez dans la chambre 5-10 minutes plus tard pour compléter les soins. Comme je vous disais, laissez l'intimité en autant que possible. Si le client tente de vous toucher de façon qui est inacceptable, enlevez la main, ramenez-lui la main sur son abdomen ou son thorax, mais babassez-le pas. OK?
Vous pouvez demander à un membre de la famille de vous accompagner lors des soins si c'est quelque chose qui est répétitif. Puis souvent, ils ne feront pas ça en avant de la famille. Puis des fois, c'est correct d'utiliser les mots. Comme dans le genre, à un moment donné, j'ai eu un patient qui essayait toujours de toucher, de mener, juste de dire quelque chose dans le genre, hey, votre femme serait jalouse de savoir ça. On utilise un petit peu de mots, puis souvent ça va passer. Okay? Essayer de ne pas être familier puis dire des choses à connotation sexuelle. On essaie d'éviter ça le plus possible. Si votre client a tendance à se déshabiller devant des gens parce que ça arrive, on peut lui faire un rappel de façon polie, mais quand même ferme. Ça se peut qu'il ait oublié que ça ne se fait pas. Okay? Peu importe ce qui va se passer, ne jugez pas. Okay? Puis essayez quand même d'être empathique face à tout ceci. Point de vue de la sécurité du client atteint de démence, faites attention, il y a toujours des risques avec les produits toxiques, avec les petits objets qui peuvent s'asphyxier, les risques de choc électrique, avec les couteaux, les fourchettes, les brûlures, les risques de chute, les risques de fugue. Dans ma prochaine session, je parle beaucoup de la prévention des fugues, qui est un comportement difficile à gérer, et que je vous donne beaucoup d'indices sur la prévention point de vue des fugues. Pour point de vue de la sécurité, peut-être un coussin antidérapant sur sa chaise pour pas qu'il glisse au plancher. Toujours de laisser le lit à son plus bas niveau. Si c'est quelqu'un qui demeure à la maison encore, parce que des fois, on a des gens qui demeurent encore à la maison, des fois, on est obligé d'enlever les boutons de contrôle pour le poêle, il faut mettre les boîtes électriques sous clé ou dans une pièce que le patient n'a pas accès. Des fois, on est obligé de mettre les petits gadgets qu'on met dans les prises de courant pour pas que la personne elle mette une brochette picoteuse, quelque chose dans le genre dans les prises de courant. Des fois, on est obligé d'enlever les verrous au pas pour qu'ils s'enferment dans une pièce. Tous les médicaments, tous les produits dangereux, tous les produits ménagers, ça devrait être juste soufflé peu importe l'endroit où le patient va demeurer. Puis pas laisser aucun objet tranchant de la main. Les plantes toxiques devraient être éliminées. Je vous parle par exemple de la plante, le Dieffenbachia. Le Dieffenbachia, c'est une belle plante tropicale qu'on retrouve dans beaucoup de foyers. Même j'étais dans un foyer il n'y a pas longtemps passé, puis dans leur salon, où ils font toutes leurs activités, il y avait 3-4 plantes de Dieffenbachia. Le Dieffenbachia, pour être toxique au point que ça va causer la mort, il faudrait manger la sève dans le tronc de la plante. C'est un gros tronc. Hein. Il faudrait manger la sève à l'intérieur du tronc, puis je ne pense pas qu'il y a personne qui ferait ça. Par contre, les feuilles de Dieffenbachia peuvent causer des brûlures sévères au niveau de la bouche puis au niveau de l'œsophage. Moi, je vous recommande de vous débarrasser des Dieffenbachia, des cactus, toutes les plantes qui peuvent causer des problèmes de ce genre-là. Tous les petits objets qui peuvent causer l'asphyxie, les boutons, les aiguilles, l'argent, les scènes, tout ça, on enlève ça. Faites attention pour ceux qui ont des patients qui demeurent encore à la maison. Les pods pour les lave-vaisselle, puis les pods pour la lessive à linge. Ça ressemble des fois beaucoup à des bonbons. Faites attention que ce n'est pas laissé à la portée de la main de ces patients. Les chauffe-eau peuvent être ajustés à une température confortable et qui ne causeront pas de brûlure. On recommande, si c'est possible, d'ajuster les chauffe-eau entre 115 et 120 degrés Fahrenheit, pas plus que ça. Mettre une petite veilleuse dans le corridor, faire sûr que les détecteurs à fumée sont vérifiés tous les 6 mois. Si votre patient fume, ne pas laisser les briquets, ne pas laisser fumer sans surveillance. Les coussins chauffants, les couvertures chauffantes ne devraient pas être utilisées avec les personnes atteintes de démence parce qu'ils ont un déficit neurologique, puis ils ne ressentent pas les sensations de la même façon que nous. Donc, les risques de brûlure sont plus élevés. On ne laisse jamais de médicaments au chevet sans surveillance, sauf si que le médecin donne la permission ou si que vous savez que le patient peut l'utiliser de façon sécuritaire. Si je vous donne comme exemple, si c'est un patient qui est asthmatique puis qui prend du Ventorin, son Rescue Inhaler, puis qui prend quand même de façon réaliste et normale,
puis qui est habitué de le prendre, puis que le médecin vous donne le OK, vous pouvez le laisser. Mais par contre, j'aurais comme tendance à ne pas laisser la bouteille de litro à proximité parce que ça peut causer quand même des effets secondaires qui sont quand même sérieux si qu'il prend, puis qu'il n'en a pas de besoin. On doit aussi faire la prévention des chutes. À cause des déficits visuospatiaux, ils ne peuvent pas juger les distances, comme je vous disais tantôt. Ça pose des problèmes de raisonnement et de jugement, mais encore une fois, ils ne peuvent pas nécessairement juger ou raisonner qu'il reste 4 marches à descendre, là, par exemple. Faites sûr que vous avez un bon éclairage. Faites sûr que les tapis sont bien collés sur le plancher. Les petits tapis là, qu'on met à côté des lits, là, s'ils ne sont pas collés sur le plancher, ce n'est pas recommandé. On vous recommande de poser du masking tape de couleur, du ruban gommé de couleur, au moins sur la première et la dernière marche des escaliers. À un certain stade, ça se fait que vous soyez obligé de placer des rubans gommés de couleurs différentes sur chacune des marches pour leur aider à bien détecter chacune des marches. Des fois, les portes qui sont peinturées de la même couleur que les murs, ça peut poser un problème, ça aussi. Parce qu'ils ne détectent pas la porte. Ils ont tendance à penser que c'est encore un mur. Fait que les portes de verre, les portes patio, les portes de verre, ils ne peuvent pas détecter qu'il y a une porte à cet endroit-là. Fait que des fois, on est obligé de mettre du ruban gommé de couleur ou des petits gadgets dans la porte pour qu'ils peuvent détecter qu'il y a une porte de vitre de placée là. Rien laisser traîner sur les planchers. Les chaussures, les petits bancs, les fils électriques, etc. Avoir des rampes solides chaque côté des escaliers. Faites attention aux cires à plancher qui ont un fini brillant. Ça a tendance à rendre les planchers encore plus glissants. Quand vous les emmenez marcher, faites sûr que c'est un carré qui est plat, qui est non accidenté. Des bonnes chaussures avec les orteils et le talon fermé. Comme j'ai dit au début de tout, enlever les barres à sortir dans les salles de bain qui peuvent être confondues avec des barres d'appui. Et je vous parle brièvement de la conduite d'un véhicule à moteur. Ça se peut que vous ayez à prendre ça à un moment donné le patient qui conduit encore une voiture. Le problème, c'est que la personne qui est atteinte de démence, souvent, ne se rend pas compte qu'elle est rendue dangereuse en voiture. Fait que, il y en a certains des autres qui peut-être participer à la session présentement parce qu'ils ont un membre de leur famille. Faites pas ce qu'on a fait. Okay? Nous autres, on a appris avec nos erreurs. Ma belle-mère, quand on lui a enlevé ses licences, elle a failli tuer un monsieur en bicycle à gaz qu'elle a coupé en avant de lui avec sa voiture. Fait que quand vous commencez à avoir des indices que la personne n'est plus apte à conduire, il faut tout de suite faire des démarches pour en faire enlever des licences, même si ça va causer beaucoup de drames, là, OK? Les indices que le patient ne devrait plus conduire sa voiture, c'est si le patient reçoit des contraventions pour des fautes qui sont habituellement plutôt mineures, des accrochages. Il s'accroche chez le trottoir, puis il s'accroche après les autres voitures, puis il se stationne trop proche des autres voitures dans les stationnements publics, etc. Fait des petits accidents de la route, là, okay? Pas trop sévères, mais tout le temps des petits accidents de la route, des petits accrochages. Il a besoin de plus de temps pour se rendre, ou il ne se rend jamais. Il veut aller quelque part, mais il ne se rend jamais. Puis, il y a un temps de réaction qui est trop long. La lumière est verte, elle tourne à jaune, puis les autres, ils voient encore une lumière verte, puis par le temps qu'ils sont rendus sur la lumière est rendue rouge. Fait qu'ils passent sur une lumière rouge. Fait que le temps de réaction est trop long. Toutes ces petites indications-là, c'est des indications que la personne ne devrait plus conduire. Fait que même si la personne n'a plus ses licences, puis même si la personne n'a plus de voiture, okay, ça se peut qu'à un moment donné, qu'elle oublie qu'elle n'a plus le droit de conduire. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, si elle trouve une set de clés, elle décide d'aller prendre une stride dans la voiture. Fait qu'il faut être à l'affût de tout ça. Il faut laisser les clés traîner, puis prévenir que la personne s'en aille, puis qu'elle cause un accident. J'ai couvert beaucoup de choses. Je finis toujours la session avec un petit poème.
Habituellement, je commence quand je fais la session en face à face. Je commence la session avec une chanson. Je vous recommande, si vous avez la chance, d'aller écouter la chanson qui s'appelle Si jamais j'oublie, d'une chanteuse qui s'appelle Saz. Puis, la chanson parle d'une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, puis qui naturellement fait de l'amnésie. Et ça vient vraiment chercher les gens, si jamais j'oublie de la chanteuse Saz. Et je termine la session avec un petit poème, le poème d'Alzheimer que vous avez peut-être déjà vu ou peut-être déjà entendu. Ne me demande pas de me rappeler, n'essaie pas de me faire comprendre, laisse-moi me reposer. Fais-moi savoir que tu es avec moi, embrasse mon cou, tiens ma main. Je suis triste, malade et perdue. Tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin de toi. Ne perds pas patience avec moi. Rappelle-toi que j'ai besoin de toi. N'abandonne pas, aime-moi jusqu'à la fin de ma vie.